En préambule, j'aimerais vous expliquer un petit peu d'où ça vient, d'où vient l'idée, déjà parce qu'il y avait besoin de conférenciers, et ensuite parce que c'est un système dont on avait parlé il y a très longtemps, il y a plus de 7 ans je pense, ici en Belgique, lors de groupes de discussion théoriques sur l'EGN. Et puis on a vu ressurgir des concepts similaires au fil du temps. Par la suite, le free play, je vais en parler ici. Et aujourd'hui, dans la nouvelle mouvance des GN qui vont sortir, certains en 2016, je peux dire plusieurs je pense, il y a une volonté de pouvoir changer un peu la donne du jeu, le système qu'on connaît habituel, de règles, de simulation, le cadre de jeu du joueur risque d'évoluer dans les années qui viennent. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est l'occasion de pouvoir expliquer ce concept, de le ressortir des vieux placards, de le dépoussiérer, d'en faire quelque chose de neuf, et de vous expliquer aussi, ça sera vers la fin, les exemples, parce qu'il y a eu des tentatives de ce système, et de vous expliquer aussi ce qui a été, on va dire, les bons points et les mauvais points, pour essayer d'apprendre des erreurs, mais aussi quelles sont les intentions de certains gènes qui vont arriver en 2016 par rapport à ça. Donc c'est vraiment vous ouvrir l'esprit sur des techniques ou peut-être un point de vue qui est différent. C'est le free play à la belge, comme je l'ai appelé aussi, même si c'est pas vraiment le free play, il va un peu au-delà, vous allez le voir. Mais ce n'est pas un système que vous devez prendre et appliquer tel quel, c'est plus vous donner des lignes de conduite, des idées pour pouvoir éventuellement faire évoluer votre GN vers plus de liberté pour les joueurs. Et ça va être un point assez important, c'est la liberté des joueurs. Donc le free play, rapidement, vu qu'on va en parler un petit peu, et c'est surtout par différenciation que j'aimerais bien l'expliquer. Tout seigneur, tout honneur, ElectroGN, merci Baptiste d'être là aujourd'hui, très bon blog pour ceux qui ne le connaissent pas. Je reprends une de leurs phrases qui je trouve synthétise très bien le free play tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est connu. Le free play, c'est le fait d'ajouter et de modifier des éléments de l'univers de jeu au sein du flou qui y règne dans le but de créer de la matière nouvelle dans le jeu et de l'enrichir. Je vais dire beaucoup de slides parce que comme ils enregistrent, ça sera plus intéressant pour ceux qui écouteront par la suite. Donc c'est quoi en gros? Là où on ne dit pas explicitement que l'on ne peut pas faire quelque chose, le joueur est libre de pouvoir créer. C'est finalement ce qu'on appelle l'interactivité. Si on veut aller plus loin dans la réflexion, l'interactivité c'est quoi? C'est on vous donne une certaine liberté sur le récit. Le free play exploite cette liberté. Alors avec on va dire des bons côtés et d'autres côtés revendiqués comme tels par ceux qui le pratiquent comme étant un peu plus délicats. Je vais l'expliquer ici. En gros, il y a une décision du joueur uniquement de vouloir créer quelque chose dans le récit qui soit ou non en adéquation avec la vision que l'organisation a donnée. Donc vous recevez un personnage, on ne vous dit pas que vous avez un frère, vous pourriez très bien créer un frère. C'est généralement, des gens se disent en tant que joueur, est-ce que je vais pas trop loin de me créer un frère? Est-ce que je pourrais le faire? Est-ce que ça va pas avoir d'incidence? Ça ne prête pas trop à difficulté. On peut créer d'autres. Et le jeu, en règle générale, des joueurs, n'est basé que sur ça. Dès que vous faites un choix, finalement, vous déviez éventuellement d'un contexte qu'on vous a pas donné, mais d'une idée que l'organisateur pourrait avoir. Donc chaque fois que vous posez un choix par rapport à une liberté qu'on vous a concédée, que l'organisation vous a concédée ou définie. On vous a défini un rôle, donc on vous dit, dans ce cadre-là, vous êtes infirmier, vous pouvez faire ou décider, c'est un exemple qui court, je crois, par rapport au free play, vous êtes infirmier, vous aviez une ferme, et je décide qu'il y a des cochons. C'est pas très grave finalement. On m'a pas dit qu'il n'y avait pas de cochons, ça je peux le faire. Et je sais que dans la convention, en règle générale et actuelle, on est OK pour que ce genre de petit choix du joueur passe et l'organisation va dire ah non, c'est pas des cochons, c'était des poules. Si c'était important, tu aurais dû me le dire. Donc généralement, l'organisation fait attention à ce qui est important, va le spécifier, et si elle le spécifie, c'est que ça a un sens. Donc si vous allez outre ce sens, c'est ce que revendiquent certains extrémistes du free play, c'est que vous allez vraiment créer quelque chose de neuf, aller explorer là où ce n'est pas défini pour créer du récit qui risque d'aller au-delà même de la liberté que l'organisation vous a concédée. Genre, je suis infirmier, oui, mais avant j'étais un commando et j'ai été à la guerre du Vietnam, et regarde, j'ai mes... Non, mais on t'a pas dit ça. Oui, mais tu me l'as pas dit, mais tu m'as pas dit que j'ai pas fait ça non plus. Tu m'as rien expliqué entre mes 15 et 37 ans. Donc pourquoi est-ce que j'aurais pas pu faire d'autres choses? Et donc là, on sait qu'on va trop loin. Intuitivement, vous sentez bien que je dévie mon personnage, je suis en train de le changer complètement. Mais pourtant, l'organisation n'a pas dit que vous ne pouvez pas le faire. Alors théoriquement, entre cet exemple-là et l'exemple de dire que j'ai des cochons ou des poules,
c'est la même chose théoriquement. Pourtant, on sent qu'il y a une limite. Et donc, cette espèce de flou, là où on se situe par rapport à ce choix, c'est là où soit on devient quelqu'un qui enrichit le jeu, parce qu'on amène quelque chose dans le jeu et on sent qu'il est bien dans la cohérence, on a un peu compris quel était le récit commun ou la volonté des organisateurs, ou alors on va trop loin et on sabote le jeu. Et certains se revendiquent en fait finalement l'envie de saboter, pas pour saboter, mais pour essayer de créer du jeu, créer une espèce de chaos qui pourrait, duquel pourrait ressortir quelque chose d'intéressant. Donc c'est vraiment ce que j'expliquais au début, c'est vraiment pousser l'interactivité à l'extrême limite, ou non, mais en tout cas explorer l'interactivité que l'organisation vous concède. Donc, en gros, les caractéristiques. Décision unilatérale en vue de créer du jeu. Je suis joueur, je vais décider moi-même de ce que je veux rajouter à mon personnage parce qu'on ne m'a pas dit que je ne pouvais pas. Indépendance envers l'organisation. Je ne vais pas demander à l'organisation son point de vue, je vais le faire directement tel que j'ai envie de le faire. Pas de limite définie, donc j'ai une certaine liberté d'action. Le flou dont je parlais, à savoir l'organisation ne peut pas vous donner in extenso tout ce qui vous est arrivé quand vous recevez un rôle, et c'est là où je peux éventuellement explorer les failles, sortir des limites définies. Là, soit j'enrichis et intuitivement je sais ce qu'il faut faire pour enrichir le jeu, ou alors je le détruis. Et parfois on peut même le détruire sans le faire exprès. C'est arrivé avec des gens qui pensaient bien faire, qui disaient bah tiens, ça serait pas mal si y avait ça, oui, mais on s'est rencontrés, on s'est déjà rencontrés dans le village un tel. Et l'organisation, mais non, surtout pas, parce que bon voilà. Et ça on peut pas le savoir, parce que l'organisation nous cache généralement des choses dans un jeu un peu plus hermétique, et on ne connaît pas le scénario ou c'est pas un jeu ouvert, et on ne sait pas si on peut inventer quelque chose qui ne nuirait pas finalement quelque part à une intention plus tard de l'organisation. Donc c'est très difficile de savoir où on peut aller, où on ne peut pas aller, et généralement on est assez timoré par rapport aux libertés qu'on pourrait prendre, ou en tout cas aux choix qu'on pourrait poser pour dévier du personnage qu'on a reçu, ou de l'univers, ça dépend. Voilà, ça c'est le free play aujourd'hui. Ok, suivant. Deuxième point que j'aimerais bien amener en préambule, c'est un modèle que je chéris depuis longtemps, je l'ai enfin réussi à le mettre sur papier, donc ça me fait plaisir. C'est la différenciation entre, d'un côté, le joueur et de l'autre, le personnage. C'est quoi? En gros, entre le joueur et le personnage, il y a une série de concepts, de couches, j'appelle ça des couches d'abstraction. En fait, c'est finalement arriver à abstraire une partie du réel ou de ce qui est notre vie pour pouvoir atteindre le personnage, et inversement. Entre les deux personnes, il y a une série de couches qui empêchent le lien direct, ou en tout cas le fait de se dire c'est moi. Non, on est bien conscient que quand on est dans un GN, on est un personnage. Et en fait, cet effort de rentrer dans le personnage nécessite de passer ou de percer toutes ces couches. Vous voyez peut-être pas très bien, mais c'est chaque fois une couche ici. Et donc, il est intéressant d'essayer de se dire, ou de le catégoriser, parce qu'on peut influencer certaines de ces couches. Ça va être nécessaire pour l'explication par la suite. Donc, vous voyez bien ici, il y a un joueur, il y a un personnage. Entre les deux, il y a une série de choses qu'on doit faire, et on le fait tout à fait naturellement, sans se poser de questions, en se disant, bah voilà, absolument penser à ça pour pouvoir arriver à faire mon personnage. Non. Il y a plusieurs gènes, finalement, qui empêchent une relation directe de 1 à 1 entre le joueur et le personnage. La relation directe, j'en ai parlé rapidement tantôt avant d'enregistrer ici, et je parlais du bleed ou de la synesthésie, finalement, le ressenti direct entre personnage et joueur, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de limite, lorsque ce que l'on ressent en tant que joueur est ce que le personnage ressent en direct aussi, quand on a vraiment une perméabilité entre les deux personnes, c'est ce bleed, cette synesthésie, c'est finalement quand on arrive à faire abstraction et qu'il n'y a plus d'effort à abstraire tous ces niveaux d'abstraction qui empêchent finalement de ressentir les choses. Donc voilà, si vous n'avez plus ça aussi, c'est tellement fin, ça existera toujours, mais si c'est tellement fin que ça ne nécessite pas d'effort, vous avez ce qu'on appelle un phénomène de bleed. Je vous explique les différentes couches. Ça va vous parler, peut-être pas, on verra, mais en gros, je vais commencer par la gauche, le confort. Vous avez peut-être déjà perçu que lorsqu'on a froid, qu'on a faim, il y a cette synesthésie, j'ai vraiment froid, j'ai vraiment faim, et parfois ça va tellement loin qu'on peut sortir de son personnage, parce que on va dire la rigueur, le froid, la faim est tellement forte que ça en devient une priorité et qu'on a difficile à revenir dans son personnage. C'est une sensation tellement forte et tellement primaire, on va dire, chez nous, que ça peut faire sortir du jeu. J'ai eu le cas sur un des GN où on avait fait quelque chose de très rigoureux, ça a été trop rigoureux à un moment, il y a certains joueurs qui ont trop difficile et qui ont dû sortir de personnage. Donc c'est quelque chose qui existe. Ce confort
que j'appelle donc physique d'un côté, mais psychologique aussi, c'est quelque chose qui est nécessaire à pouvoir, enfin, au-delà duquel on doit passer pour pouvoir rester dans son personnage. Si vous êtes très froid et que vous sentez vraiment en permanence un froid, une faim et autres, vous devez passer au-delà et se dire peut-être que votre personnage n'a pas froid. Ou alors, en tout cas, vous devez ressentir ce froid avec votre personnage. Ça demande un effort à certains moments. Le confort psychologique, c'est plutôt lorsque l'on doute du caractère de l'autre. Est-ce qu'il est vraiment en train de jouer, il n'est pas en train de jouer, ou alors on aborde des points plutôt traumatiques. Je ne parle de personne ici, mais on peut très bien imaginer que quelqu'un a eu des problèmes dans sa vie liés au viol et qu'une scène de viol se passe devant ses yeux. C'est difficile de rester dans son personnage lorsque, quelque part, la réalité se revient à soi. Donc là aussi, c'est un effort permanent. L'environnement, enfin pardon, pas l'environnement, le confort, qu'il soit psychologique ou qu'il soit physique, est quelque chose qui impacte la facilité de rentrer dans son personnage ou non. Donc si ceci est très présent, vous risquez de sortir de votre personnage. Et il en va de même pour chaque layer. Chaque couche, pardon. La simulation, c'est quoi? Tout le monde le connaît, les règles. Les règles, c'est quelque chose qui finalement nécessite de réfléchir hors jeu pour pouvoir faire une action en jeu ou gérer une action en jeu. Donc ça nécessite, quelque part, un calcul, une traduction entre le monde du jeu, la diégèse, et finalement la réalité, et savoir comment est-ce que je dois l'interpréter. Donc plus les règles sont lourdes, plus vous êtes là en train, dès que vous avez pris un coup, faire sortir votre calculatrice, calculer, et puis revenir dans votre personnage et faire « Ah, j'ai mal ». Donc je grossis nécessairement le trait pour que vous compreniez bien que ça nécessite un effort. Les règles nécessitent un effort qui nous éloigne de notre personnage. Plus elles sont lourdes, plus on a difficile à être dans son personnage. Vous comprenez bien que je vais essayer de rapprocher le personnage et le joueur vers la fin de cet énoncé. Donc ici, la métatechnique, c'est quoi aussi? Qui sait ce que c'est quelqu'un ne sait pas ce que c'est une métatechnique? Ok, les métatechniques, c'est des méthodes de simulation qui permettent par exemple de simuler des types précis d'interactions qu'on a en jeu. Voilà, simuler l'amour, il y a plusieurs métatechniques, vous connaissez peut-être l'Arsamendi ou d'autres, ou des petites enveloppes qui permettent de tirer. C'est finalement un principe pour gérer un type d'interactivité ou un type de simulation. Le combat, finalement, c'est une grosse métatechnique si on voit ça. Et donc, plus elles sont lourdes, plus elles sont... le combat en pierre-papier-ciseaux, c'est difficile de se dire que je suis vraiment en train de me battre. Pourtant, il y a des GN, si on peut appeler ça des GN, qui font du combat en pierre-papier-ciseaux. Et donc, c'est extrêmement difficile de ressentir finalement le stress du combat. Et vous n'allez pas voir ces personnes-là qui vont avoir peur vraiment de prendre un mauvais coup ou de se sentir en situation de combat. Celle-là, pourtant, est censée le faire, mais celle-là est en train de faire ceci. Donc, vous comprenez bien que les métatechniques, plus elles sont difficiles, lourdes, donc non discrètes, comme pour parler dans les bons termes, plus elles sont là, plus elles vont vous demander un effort pour pouvoir également atteindre vos personnages ou que votre personnage puisse vous atteindre. Ça va dans les deux sens. L'environnement, le décor, les costumes, c'est clair que si vous jouez dans un western et que vous faites ça ici, vous aurez peut-être plus difficile à rester dans le personnage. Ça rejoint un petit peu la suspension of disbelief, donc la suspension consentie d'incrédulité, mais c'est plus général. Donc ceux qui vous entourent, ce que vous voyez, c'est aussi bien les décors, c'est aussi bien le site de jeu, mais aussi les personnages. Si vous êtes le seul à jouer, vous êtes à fond dedans, mais tous les autres sont hors jeu et vous parlent du dernier film, pour prendre les exemples habituels, vous allez avoir très difficile à rester dans votre personnage. Si tous les autres jouent bien le jeu, effectivement, vous resterez plus facilement dans le rôle aussi. Donc, c'est un facteur également de difficulté pour rester dans son personnage. Peut-être c'est plus facile de dire en immersion, mais c'est un gros mot, de rester dans son personnage. La différenciation, ça c'est la différenciation qu'il y a entre vous et votre personnage. Mais dans le rôle que vous avez, si vous jouez un aveugle, ça va être plus difficile de rester dans son personnage, même si on peut dire oui, mais aveugle, c'est facile parce que je ferme les yeux, j'ai peut-être pas pris un bon exemple. Mais si vous prenez un boiteux ou quelqu'un qui est un paralytique ou autre, parfois c'est beaucoup plus difficile de garder cette espèce de tare à la longue que de n'avoir une tare finalement qui est peu éloignée de soi. En gros, si vous avez un rôle qui est très très loin, vous êtes quelqu'un qui est fondamentalement bon, je vais prendre un autre exemple. Vous ne savez pas parler en public et on vous fait jouer quelqu'un qui est un orateur né. Vous êtes très difficile de rester un orateur né crédible parce que vous n'y arriverez pas. C'est une question de compétence aussi. Mais il y a une question de choix parfois. On veut soi-même se dire je vais jouer un affreux bonhomme manipulateur qui déteste tout le monde, qui est vraiment le mal incarné, et finalement je suis un bonhomme en moi et je n'arriverai pas à tenir ça sur la longueur, où il y a des choix que je ne vais pas pouvoir poser en jeu alors que mon personnage aurait dû les poser. Je ne peux pas faire ça parce que je sais que le joueur va être triste. Non, c'est le personnage, mais peu importe. Si on prend des personnages qui sont très très loin de soi, ça demande aussi un effort. C'est pour ça qu'on remarque dans les campagnes de jeu sur du long terme, les personnages sont vraiment assez peu éloignés
s'éloigner de la personne, donc du joueur, ou tendent, et ça c'est peut-être pire, je veux dire, ou tendent à se rapprocher de la personne, voire pire, la personne tend parfois à se rapprocher du personnage, sur du long terme. Donc vous avez très difficile sur la longueur à jouer quelqu'un qui est très très éloigné de vous. Sur une session de jeu, c'est sans doute faisable, mais ça va vous demander plus d'efforts. D'un côté, ça peut être intéressant aussi pour ressentir des choses que vous ne ressentiriez pas. Donc c'est pas pour ça qu'il faut le gommer, mais c'est aussi un effort que ça vous demande. Et le dernier point, c'est la suspension of disbelief. Donc vous savez ce que c'est en termes de cinéma ou pas, la suspension consentie d'incrédulité, c'est quand on adhère au récit, qu'on est d'accord et qu'on dit ok, les sabres laser ça existe, les Wookiees ça existe, je vais regarder ça et je vais me dire que ça existe dans ce monde-là et je vais y croire. Ou sinon vous regardez ça et mais ça n'existe pas, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Donc c'est le fait d'adhérer au récit, c'est-à-dire de dire ok, ça va, je vais suivre ça et a priori je vais y croire parce que sinon ce film ne va pas me parler du tout. Donc quand vous voyez un récit, c'est le fait de rentrer dedans. Ou pas. J'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout compris cet univers finalement. Je sais pas ce qu'il me raconte Harry Potter, mais ça n'a rien à voir, il n'y a pas de sorcier ici. Non, non. Donc c'est le fait d'accepter finalement le postulat de départ de l'auteur et de rentrer dans son récit. Et là aussi, vous allez avoir des difficultés. Si le monde vous paraît incohérent, hein, à nouveau, tiens, mais le mec il était mort, on m'a dit que c'est un monde réaliste, et puis il vient de se relever, il y a quelqu'un qui crique tout nu dans le couloir, j'ai pas très bien compris. Apparemment, je n'ai pas compris l'univers à la base, il est en train de se passer quelque chose d'autre, donc qu'est-ce qui se passe? Donc la cohérence du monde, tel qu'on vous le décrit, est important que vous puissiez aussi tout naturellement être dans le personnage. Si en plus le monde finalement, vous devez réfléchir au hors-jeu pour vous dire mais attends, qu'est-ce qui se passe là parce que j'ai pas compris, plutôt que de le ressentir en jeu, ça va vous poser un problème. Même chose avec la confiance, c'est la confiance envers l'organisation. Si l'organisation vous dit mais il se passe ça, vous dites ouais c'est illogique, c'est pas possible, ça va pas aller, vous allez aussi vous poser des questions, vous allez aussi sortir de votre personnage, tandis que si vous avez une totale confiance dans l'organisation, si quelque chose se passe, vous allez dire bon ok je le prends. Mon personnage le prend. C'est pas moi qui le prends, c'est pas moi qui vais me poser la question, c'est mon personnage. Et c'est souvent une phrase qu'on entend dans pas mal d'organisations. Ne prenez pas les choses hors jeu, prenez-les en jeu. Si quelque chose se passe et vous vous questionnez, questionnez-les avec votre personnage. Vous poserez les questions après si vous voulez hors jeu. Et c'est une espèce de confiance, un contrat tacite entre joueur et organisateur qui est nécessaire pour pouvoir vous permettre aussi de plus être dans votre personnage. Donc voilà, maintenant je vais parler de ce dont je voulais parler, donc à savoir la narration commune, le free play à la belge, une fois donc. Donc en gros, c'est quoi? C'est sortir du cadre du free play, parce que le free play reste dans un cadre où l'organisation est encore là et on essaie d'exploiter les failles, on essaie de voir ce qu'on peut créer nous-mêmes. Ici c'est conceptuel, il n'y a plus vraiment d'arbitre du jeu, il n'y a plus vraiment quelqu'un qui va être le garant du jeu, qui va dire si oui ou non une action peut être possible et quel est le résultat. On gomme ça, on va vous donner une totale liberté. Donc la narration commune finalement, c'est donner à chacun la possibilité d'influencer avec la même légitimité le récit. Donc un joueur a autant le droit qu'un organisateur de pouvoir influencer le récit. Donc vous savez que les organisateurs finalement, c'est eux qui vous pas utiliser cadenasser parce que c'est assez négatif, mais c'est eux qui vous mettent dans un certain contexte, ils vous mettent dans un cadre avec des limites donc pour pouvoir jouer. Alors ce cadre est défini par plusieurs choses. Quelles sont en fait les chaînes qu'on vous met? Je vais utiliser un vocabulaire volontairement un peu d'indépendance, on va dire d'indépendant, pour pouvoir l'illustrer. Donc on vous met des chaînes avec quoi? On vous met des chaînes avec des règles, parce qu'on vous dit voilà, les règles c'est ça, si vous prenez un coup vous devez faire ça, vous devez vous coucher. On vous dit quoi faire si vous prenez un coup. D'accord? Donc il y a quelqu'un, il y a une autorité, c'est l'organisation qui vous dit ce qui se passe quand vous prenez un coup. C'est un fait pour l'instant. Décision de l'organisation, c'est aussi je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller dans telle pièce, il se passe quoi? C'est l'organisation qui décide et qui vous donne finalement l'explication ou qui vous donne le résultat de vos investigations, de vos choix, de vos actions. Et derrière, il y a effectivement l'historique du personnage, pour les GN qui en ont, et du monde, pour ceux qui en ont, j'espère qu'ils en ont tous au moins un monde, et donc qui induisent vos décisions. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on vous dit, tu as fait ça, tu vis dans tel monde, finalement vous êtes un peu sur des rails. Et souvent dans les GN avec des rôles, on vous met sur des rails parce qu'on espère que vous alliez dans une certaine direction. Et c'est logique, si vous avez votre personnage, vous allez le faire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au préalable, on vous a mis sur des rails. Donc on vous a mis des ornières, œillères, appelez ça comme vous voulez, et comme vous voulez. Mais en gros, on vous dit comment vous allez devoir jouer.
Donc c'est ça, quelque part, le fait d'être assujetti ou soumis aux organisateurs. Donc vous êtes vraiment soumis à l'organisation, et derrière, il y a une certaine interactivité qu'on vous donne, et en règle générale, on est tous très contents avec ça. Je ne remets rien en question, je vous essaie juste de vous préparer à ce qui suit. Donc on est très content de cette interactivité, mais cette interactivité est bridée, et on se soumet très volontairement à cette organisation qui nous définit finalement le récit. Donc la remarque, ça c'est pas très important, on peut passer au suivant. La narration commune, c'est quoi? C'est finalement un concept qui tend à dire que tout le monde, que les joueurs, les participants ont une liberté absolue. Absolue, ça veut dire, comme je l'ai dit, ils ont le même niveau de décision que l'organisation par rapport au jeu. Et donc ça crée des jeux complètement spéciaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met les participants au même niveau que l'organisation pour l'arbitrage, et ça c'est la condition importante parce que la liberté absolue, c'est le fait, c'est un peu l'anarchie aussi ici, c'est le fait qu'on va décider que pour soi, on ne va pas décider pour les autres. On n'accepte pas que l'organisation décide pour nous, nous dise quel personnage on a, dans quel monde on joue, quelles sont les règles à suivre. On n'accepte pas. Donc c'est une révolte, on se révolte contre tout, on ne veut plus finalement que décider que pour nous, et on admet que les autres vont décider pour eux également. Ça c'est le principe de base. Partant de là, on arrive finalement à un concept où on a un jeu qui n'est pas défini du tout, ou qui est défini par chaque personne. Je vais vous expliquer quelques principes, quelques exemples, comme ça va illustrer un petit peu le genre d'action, le genre de scène qu'on pourrait avoir, et puis après on va voir les limites, parce que fatalement vous sentez déjà qu'il y a des limites, et je peux vous assurer qu'il y en a des grosses. Donc, un exemple tout simple, comme je ne décide que pour moi, il n'y a pas de règle, il y a quelqu'un qui vient me frapper avec une batte de baseball, en mousse, on espère, eh bien je vais décider moi ce qui se passe. Et j'ai pas besoin qu'on me dise des règles, je m'en fiche. On m'a pas expliqué de monde, imaginons que je me crois dans un monde où l'humain est invulnérable et que les battes de baseball ne lui font rien, ben je vais pas bouger. C'est mon choix, j'ai le droit. Okay, mais je peux très bien décider aussi que finalement, apparemment, je vais me dire, les lois de la physique faisant que, ce à quoi je ressemble, je vais me prendre un coup de batte de baseball, je suis par terre et soit je suis mourant, soit je suis encore en vie, mais en tout cas je suis pas dans un bon état. Donc à chacun de choisir, et à chacun de réagir de sa façon. Donc les gens vont pouvoir réagir de façon différente. Autre chose, et c'est là où j'admets que chacun peut choisir pour soi et que je ne vais pas lui obliger un choix, je ne vais pas pousser dans un choix. Je vais faire un magicien et je vais jeter un sort. L'autre va décider si ce sort fonctionne ou s'il réagit par rapport à ça. Ou va me regarder, il va rigoler, il dit ouais, mais qu'est-ce que tu fais Ah merde, moi je me voyais dans un monde de magie, toi tu te vois pas dans un monde de magie, ça fonctionne pas. Donc, vous voyez le genre de situation que ça peut créer. Même chose, et là c'est moins physique, mais c'est dans le jeu, ça se rapproche du free play. Je révèle à un joueur que je suis son père, c'est typique du free play. On pourrait imaginer, je suis ton père en fait, tu sais. Ah bon et ben l'autre choisit. Oui, non, c'est un petit peu ce qui peut se passer dans le free play aussi, même si en règle générale, dans les cadres habituels, si quelqu'un vous dit je suis ton père, vous allez voir l'organisation pour c'est possible, il me ressemble, ou je peux le savoir, ou j'étais censé le savoir, mais non, tu sais pas, tu réagis comme tu veux. Alors là, on sait qu'on peut réagir comme on veut. On nous a dit qu'on pouvait, c'est gentil. Donc vous voyez, c'est des concepts qui peuvent arriver quand on enlève toutes les chaînes. On se retrouve avec des exemples de ce type-là. Alors plus complexe, et là, il est complexe parce qu'il est long. En gros, pour le dépeindre, même chose, je suis un magicien, je jette un sort sur quelqu'un, il s'écroule. Je suis super content, mais plus tard, cette personne qui s'est écroulée va dire aux autres, vous savez, j'ai simulé, il sait rien faire en fait, moi je suis tombé, et moi je le sais pas. Certains ont une certaine vérité, moi j'ai la mienne, qui sont basées finalement sur notre interprétation du récit, et fondamentalement, c'est ça le jeu de rôle grandeur nature, c'est chacun a sa propre vérité du récit. Quand vous voyez, c'est quoi un jeu de rôle grandeur nature? C'est finalement une narration où chacun a son point de vue et ça forme une sorte de récit. Il n'y a pas une façon de décrire un gène, il y a autant de façons que de participants. Et donc ici, comme on donne tellement de liberté, chacun va avoir des récits fondamentalement différents. Dans un gène traditionnel où on donne finalement cette espèce de contexte, ce canevas dans lequel les gens jouent, ce bac à sable sans être trop péjoratif, finalement ce genre de gène-là, les gens ont plus ou moins la même histoire. Là, ici, on pourrait avoir des histoires complètement différentes et incohérentes. On va enfin arriver aux limites parce que, vous l'attendez, mais c'est vraiment ça. Les récits divergents. Je suis venu en cow-boy, et moi je suis venu en futuriste, et moi je suis en chevalier. C'est quoi? Écoutez, un troisième, c'est un bal masqué. Vous voyez, on a des récits différents parce que les gens n'ont absolument aucun contexte. Donc fatalement, on ne sait pas jouer un jeu conventionnel si on a une liberté totale où on dit
Allez, en jeu maintenant, timing, c'est parti. Mon Dieu, vite, c'est en train de trembler. Mais non, il n'y a pas de tremblement de terre. Mais, où est mon blaster? Enfin, vous imaginez un petit peu le genre de choses qui peut se passer. Je vais volontairement dans ces exemples-là, vous allez voir pourquoi. Et l'immaturité des participants, à partir du moment où vous leur donnez la totale liberté, certains vont être tentés de l'utiliser à tort et à travers. On sent déjà dans le free play que certains extrémistes veulent faire du sabotage, et donc c'est un petit peu ce genre d'idée-là derrière. Mais on peut très bien aussi imaginer des gens assez matures qui vont vouloir essayer de tendre vers un compromis, finalement essayer de comprendre le récit et d'en faire quelque chose de cohérent. Et le conflit three-way GNS, c'est ce que j'ai expliqué tantôt pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais je crois que vous savez ce que c'est, donc je ne vais pas le redire. Non donc ça veut dire quoi? Qu'on a des approches différentes. Il y en a un qui va être son personnage et qui va avoir, et puis l'autre qui va être tout à fait dans un cadre de résolution ou de combat. C'est très bien un bon exemple de combat. Il y en a un qui va bretter comme ça avec une épée et qui va faire les petits coups mitraillettes comme on connaît, hein, avec une épée à deux mains, il va faire comme ça. Puis l'autre dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est une épée en bois, c'est pas possible puisque ton épée, s'il était lourd, tu ne pourras pas faire ça. Et moi qui suis immersionniste, je ne peux pas concevoir que ton épée puisse aller aussi vite, donc c'est fatalement une épée en bois, je n'ai pas mal. Enfin, vous voyez, ce genre de choses-là, et l'autre, mais si, c'est une épée, je te tue. Et puis l'autre, oh, mon grand, qui vient faire son côté narrativiste, et mais qu'est-ce qu'il fait? C'est grand guignolesque, qu'on est dans un film. Donc, vous voyez, ce genre de différence de contexte aussi peut amener à un gros bordel. Donc, on est d'accord que la liberté, c'est le bordel, mais il y a moyen de mettre ces idées. Ce que je voulais vraiment vous expliquer, c'est que c'est un concept. C'est pas nécessairement un concept qu'on peut utiliser tel quel, c'est ce que je vous ai dit en préambule, c'est pas un système que vous prenez tel quel, mais ça vous ouvre des perspectives. C'est-à-dire, j'aimerais qu'au terme de ceci, vous vous disiez, bah tiens, est-ce que je ne peux pas remettre en question nécessairement l'autorité que moi, en tant qu'organisateur, je pose sur le joueur dans ce cadre-là bien précis? Et il y a plein de cadres dans le jeu de rôle grandeur nature aujourd'hui, où l'organisation donne des directives là où il n'y a pas vraiment lieu d'être. Ça dépend ce qu'elle veut faire. Et je respecte tout choix de toute organisation, c'est de l'art pour moi le GN. Donc on peut faire ce qu'on veut. J'ai pas de critique à donner par rapport à ça. Même ma vision, et c'est ça que j'essaie de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on peut libérer une partie de cette charge arbitrale, de cet arbitre du récit. On peut la libérer et la donner un peu aux joueurs, leur faire confiance, essayer de construire un récit un peu plus ensemble. Donc vous avez vu qu'à l'extrême, ça arrive à des choses un petit peu rocambolesques ou absurdes, mais on peut donner plus de liberté aux joueurs pour que le joueur soit vraiment un acteur de ce récit, et pas juste un joueur. Si vous voyez ce que je veux dire, la différence, c'est qu'il pourrait poser des choix, il pourrait enrichir le récit d'une autre façon que simplement en réussissant la quête, en créant une intention dramatique à une scène parce qu'il a vraiment bien joué. Non, on peut lui donner peut-être un peu plus de liberté. Et se poser la question sur tous ces niveaux d'abstraction que je vous ai expliqués précédemment, partout où vous les avez, vous avez chaque fois des petites modalités pratiques dans vos GN. Se poser la question de savoir si c'est nécessaire ou non, et si on peut donner cette liberté aux joueurs suivant leur maturité, évidemment. C'est ça, finalement, que j'aimerais bien que vous posiez comme question dans vos futurs GN ou dans les futurs GN que vous organisiez. Si ça peut vous servir à ça, tant mieux. Alors, l'utilisation, on l'a vu. Le bordel dont je vous ai parlé, finalement, moi, en tant que théoricien, expérimentateur, appelez ça comme vous voulez, ça m'intéresse finalement de voir de quoi ce qui en ressortirait. Donc mettre toutes ces espèces de bonne volonté de joueurs ou de mauvaise volonté, mature, immature, peu importe, ensemble quelque part, on leur dit venez, on fait un GN, amenez ce que vous voulez, et on commence à jouer. Je serais tenté de voir vers quoi ça va. Est-ce que c'est bon? C'est vraiment le chaos initial. Hein, c'est le chaos initial. Les gens commencent à jouer. Je pense que personne ne va parler sauf un premier. Enfin, c'est une espèce de méthode d'écriture commune, même si c'est pas du tout dans un contexte bien précis. Mais c'est finalement, on va essayer de construire un récit et on va avoir peut-être peur d'être incohérent parce qu'on veut peut-être bien faire. Mais il y en a un autre pas du tout. Non, il est absolument dans son truc et il est à fond. Il se dit moi je veux jouer le fils de Darth Vader. Je suis parti et j'y vais quoi. Hein, et vous allez me suivre parce que c'est comme ça que j'ai envie de jouer ce jeu-là. Et cette vision est aussi bonne que celle d'un autre. Donc est-ce que ça va diverger davantage et on va tomber dans un truc où à un moment les gens vont se dire on est tous dans un asile de fous, c'est pas possible, ou alors est-ce qu'au contraire on va sentir qu'il y a une tendance vers aller vers quelque chose, un contexte commun, finalement aller vers un référent commun et construire un récit qui soit cohérent? C'est une question que je me pose, c'est quelque chose qui est plutôt expérimental, hein. On est d'accord que c'est pas vraiment un gène qui devrait avoir plusieurs séquelles et un énorme succès, mais ça serait intéressant de savoir si on donne cette liberté aux joueurs, vers quoi ça va. Est-ce que ça tend vers quelque chose de plus ou moins convenable? Est-ce que les gens se restreignent d'eux-mêmes? Ou alors est-ce qu'au contraire, cette liberté acquise, on commence à l'utiliser à tort et à travers, et surtout à travers. Et d'un autre côté, il y a l'utilisation pratique, c'est celle dont je viens de vous parler, à savoir
se poser la question sur certains points du GN où on ne donne pas l'autorité au joueur, savoir si on peut lui donner dans ces cadres-là. Et c'est ça, je pense, la vraie utilisation de ce concept derrière. Même si j'ai voulu trop vous expliquer, j'aurais pu directement commencer par là, mais je préfère que vous ayez les bases aussi, ça va vous permettre d'imaginer peut-être plus de choses que ce qu'on les imagine aujourd'hui. Mais en gros, c'est donner, je relis pour les auditeurs, donc donner des référents pour gommer les récits divergents et la différence d'approche Trueway. Donc c'est ce que je viens de dire, si on donne des référents, si on donne un cadre à quelqu'un, c'est déjà un premier, on va dire, cadre, une première restriction, une première chaîne qu'on donne aux joueurs. Mais je pense qu'elle est assez nécessaire si on veut éviter le chaos qu'on a dès le départ. Donc arriver à donner une série de références, à vous de voir jusqu'où vous voulez en donner, mais je pense qu'il faut quand même bien donner des référents de base pour que les joueurs sachent plus ou moins quel genre de personnage et quel monde ils ont. Et puis surtout, comme je dis, étendre à certaines parties seulement cette liberté. Donc c'est vraiment une création narrative comme une hybride, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner une totale liberté, mais on va vous accroître la liberté sur le récit. Donc, en gros, c'est quoi ce principe-là? On a une dépendance directe des participants, qu'ils soient matures ou pas, en tout cas ceux qui définissent ce que va être le récit, ce que va être le GN. La responsabilisation des participants, ça c'est leur maturité. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose de bien avec ou pas? Donner une arme à un enfant, on verra bien ce qu'il en ressortira. Diminution des couches d'abstraction, là aussi, il y a beaucoup de couches d'abstraction dont on a parlé, les règles et autres, elles sont plus là en fait. Vous jouez naturellement, il y a plein de choses auxquelles vous ne devez pas penser. Mais sans doute qu'en diminuant celle-là, vous accroissez d'autres genres, le suspension of disbelief. Donc je ne vais pas vraiment croire à ce récit parce qu'il y a tellement de choses différentes qui se disent, c'est incohérent. Donc c'est pour ça que, vous allez le voir dans les mises en pratique, il y a toujours un cadre pour éviter que les autres couches grossissent alors qu'on diminue certaines autres. La possibilité de tricher, fatalement, il n'y a plus de triche, il n'y a plus de système de combat. Enfin, il n'y a plus de règles. Il n'y a pas de triche. C'est une pression sociale. C'est quoi la pression sociale? C'est ce type-là, il joue pas très bien, ou il fait n'importe quoi, ou c'est bizarre, on vient de dire ça, et puis mais je vais peut-être me restreindre, c'est ce que je disais tantôt. Est-ce que implicitement ou naturellement, on va avoir envie de tendre vers un récit qui soit plus cohérent et pas faire le gars qui part dans une direction X alors que tout le monde est en train de partir par là? Donc il y a cette espèce d'autocontrainte qu'on risque de s'appliquer soi-même plutôt que d'avoir un système qui vous dit ce qu'on doit faire. Et le besoin d'alignement de référent pour l'univers de son personnage. Ça, pour moi, c'est une condition sine qua non. Sinon, on n'a pas de cadre. Et si on n'a pas de cadre, en fait, il faut qu'on ait un cadre commun. Et si on n'a pas de cadre, à ce moment-là, on part dans toutes les directions. Et on a cette espèce de chaos initial. Exemple d'utilisation. Donc il y a eu deux utilisations. Non, il y a eu une utilisation pour l'instant en Belgique et il y en a d'autres qui sont planifiées l'année prochaine. Gothic GN, en avril 2008, a mis ceci dans ses règles. Ils avaient lu l'article sur l'art.eu qui parlait de ce système comme un hybride, donc on n'avait pas expliqué la totalité de ce que je viens de vous dire ici, à savoir la totale liberté et le chaos originel. On parlait beaucoup plus de pouvoir libérer sur certains points bien précis les joueurs dans le cadre de la simulation et des règles. Et donc ici, ils ont pris le parti, c'est le parti le plus simple finalement, le plus direct et je crois le plus facile à implémenter, de dire que les combats étaient gérés de cette façon. Chacun est libre de jouer et d'interpréter les coups qu'il donne et les blessures qu'il reçoit de manière totalement autonome, jugeant lui-même des dégâts et les souffrances provoquées par ceux-ci. Donc je prends un coup, je décide finalement ce qui m'arrive. On savait qu'on était dans un univers médiéval fantastique, que la physique ou que les êtres humains étaient assez proches de ceux qu'on était, donc on savait plus ou moins comment le jouer. Et je peux vous dire que je l'ai fait, le principal point positif que j'ai ressorti de ça, et ça a été vraiment assez fort, c'est pour ça que j'insiste un peu ici, c'est une liberté inégalée de jeu. C'est-à-dire que là où j'avais fait énormément de GN auparavant, toujours avec des systèmes de règles, parfois très légers, mais avec des systèmes de règles quand même. Ici, on m'a dit, je fais ce que je veux. C'est super. J'ai plus besoin de calculer, j'ai plus besoin de rien faire. En fait, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de jouer. Et je verrai bien ce qui m'arrive, quoi. Je sais bien que si je prends un coup de gourdin sur la tête, ça va très mal se passer. J'avais une armure de plate, je voulais vraiment tester ça aussi, les grosses armures par rapport aux petites touches et ainsi de suite, et voir si ça fonctionnait bien. On m'a donné des petits coups avec des bouts de bois, mais j'ai pas branché. Là où dans un GN, on prend un coup de bois sur une armure, mais j'ai perdu un point, et puis je meurs parce qu'on m'a tapé 3 fois dans la jambe. Donc non, c'était vraiment une liberté inégalée. C'est-à-dire que je ne me posais pas de questions par rapport à ce que je devais jouer, compter ou quoi que ce soit. J'étais juste en train de jouer, j'étais tout naturellement mon personnage par rapport au combat. On s'entend bien. J'étais tout naturellement dans mon personnage et advienne que pourra. Et ça, c'était vraiment libératoire pour moi. Et j'ai vraiment ressenti en jeu une liberté que j'avais jamais ressentie auparavant.
Mais ça, c'est pour des jeux, évidemment, il y a du combat et autres. Hein. Attention qu'on peut ressentir cette liberté lorsqu'il n'y a pas de règles ou lorsqu'on joue avec des cadres très restreints où il y a très peu de simulation, où finalement c'est une sorte de huis clos et autres. Donc, comme je le disais, recentrage sur le ressenti. Les couches d'abstraction, la règle, elle n'existait pas. Donc finalement, moi j'étais en lien quasiment direct avec ce que je ressentais. Je prenais un coup, on me parlait, on me massait, on me faisait un truc, peu importe, je le ressentais directement. J'étais pas besoin en train de me dire, ah ouais, mais les règles de bagarre disent que je dois me faire 8 moins 2 plus 3, et ainsi de suite. C'était pas possible, quoi. Donc là, c'était vraiment très très simple. C'était très facile de ressentir des émotions grâce à ça aussi. Fluidité du jeu. On se pose pas de questions. On n'est pas là où maintenant, fait le personnage à -3, et ainsi de suite. Je comprends pas les règles. Qu'est-ce qu'elles disent, les règles, dans ce cas-là? Non, on joue, on interprète. Et on interprète au mieux. Et tant pis, si on se trompe, comme c'est pas une règle, j'ai pas triché, je me suis trompé, mais en toute bonne foi, voilà, j'avais pas vu que c'était un truc en fer, moi, dans la nuit, je pensais que c'était un petit truc, tu vois, tout mou, un poulet, ou j'en sais rien. Donc c'est vrai qu'il y a une fluidité du jeu qui peut parfois poser problème, parce que quand on vous frappe dans le dos, vous savez pas ce que vous prenez comme coup, mais en jeu réel, avec des vraies règles, c'est le même problème aussi. Donc, et le court-circuit entre décision et action, effectivement, c'est ce que je disais, on n'a plus la couche de règles, donc je ne dois pas me dire est-ce que je peux utiliser cette arme ou je ne peux pas l'utiliser, je la prends et je l'utilise. Et si mon personnage est un combattant, je sais l'utiliser. Si je suis infirmier et qu'on me file, je sais pas, moi, une arbalète, je suis là, mais c'est bon. Donc voilà, et je ne me pose pas de questions par rapport aux règles, je me pose des questions par rapport à mon personnage. Et donc finalement, je reste beaucoup plus proche de mon personnage que précédemment. Les moins, c'est tout ce qui est extraordinaire n'avait pas été expliqué. Et c'est ça le problème de ce système-là. Dès qu'on n'a pas de référent et donc on doit arbitrer quelque chose, on repart dans le cas initial. Si je n'ai aucune idée de savoir, parce qu'on ne m'a pas dit qu'il y avait un démon, il y a un démon qui apparaît et qui fait bleu, et qui fait bleu, et qui me jette un machin, je ne sais pas s'il me jette un truc, je sais rien. Alors on tombe, parce que c'est généralement ce qu'on fait quand on ne sait pas, on tombe, et il y a la moitié qui tombe, et les autres font oh, et puis oh, et bon, ouais. Donc s'il n'y a pas de référent, si on n'explique pas, on retombe dans cette espèce de chaos. Donc il faut faire très attention là où on peut ou non donner des libertés. Et là, je trouve que dans ce monde-là, cet univers n'était pas assez décrit pour pouvoir nous expliquer que ce genre de créature existait, que c'était ce genre de choses-là qui se passait où on en avait peur. Bref, dès qu'on laisse trop de liberté, dès qu'on ne donne pas de cadre, ça peut tomber dans le chaos. Ça, c'était le point négatif, qui sera toujours, je pense, le point négatif de cette technique-là. Alors, donc ça s'est passé en 2008. En 2016, il y a une intention, il n'y a pas que celle-là, mais j'en parlerai peut-être pas, Stéphane, parce que je ne sais pas très bien comment tu veux l'architecturer ou le présenter. Mais en 2016, il y a déjà une intention avec le jeu de rôle Clone, qui va venir avec une seule règle, c'est celle-là. Et c'est tout. Interprète ton personnage en équation avec l'univers de jeu. Voilà, ça c'est la règle du jeu. S'il te plaît, tu peux commencer. Maintenant, concrètement, parce que ça c'est volontairement simplifié, mais il y a quand même d'autres choses derrière. En gros, c'est effectivement, ça c'est la règle universelle. On va demander aux joueurs à tout moment de pouvoir jouer leur personnage en adéquation avec l'univers de jeu, c'est-à-dire on va leur décrire in extenso et assez fortement le monde. Surtout que l'humain n'est pas vraiment l'humain qu'on connaît aujourd'hui, il y a des petites différences, donc on va devoir expliquer quelle est la différence avec notre monde aujourd'hui pour que l'on puisse savoir comment interpréter les choses. Parce qu'a priori, c'est un gène de science-fiction, donc on est dans notre futur, les bases sont les mêmes, mais il y a certaines choses qui ont changé. Donc on peut dire, voilà, c'est les mêmes bases qu'aujourd'hui, la physique, il n'y a pas de magie, il n'y a rien de tout ça, mais par contre, il y a certaines choses qui ont changé ou évolué par rapport à l'humain. On va expliquer également, donc oui, la première règle, c'est la règle de base qui responsabilise les participants. On dit finalement, c'est vous qui avez le récit en main, et si ça donne pas bien, c'est parce que vous n'avez peut-être pas pris la bonne décision, ou parce que vous n'avez peut-être pas bien compris le monde. On en discute, on agence, on voit comment ça tourne. Donc c'est très important de placer les gens dans le même contexte. Et alors un référent simplifié. On se demande aujourd'hui encore comment on va faire. Est-ce qu'on va donner un système de règles, mais ça serait peut-être contre-productif parce que les gens arriveraient peut-être finalement à jouer ce système de règles plutôt que la première règle est la seule qu'on leur donne, ou on va leur donner des exemples un peu plus in extenso sur ce que représentent les blessures, ce que représentent certaines techniques d'hypnotisme, imaginons, ce genre de choses-là. Donc essayer de leur donner des exemples pour qu'ils ne soient pas pris à dépourvu au moment où ça puisse arriver. Donc c'est un peu la question qu'on se pose pour l'instant. Voilà. Alors le dernier point, c'est qu'on ajoute aussi les médiatechniques diégétiques, c'est-à-dire que vous n'avez pas je prends l'exemple, qui est encore sujet à caution, comme je le dis, tout est sujet à caution pour Clone pour l'instant. On compte donc utiliser la technique d'Arsamendi, qui est le fait de
simuler l'amour par des caresses sur les bras, les épaules, ou moins, en plus, ça dépend où on met la limite. On en parle après, des métatechniques, pardon. Donc je ne vais pas en parler, vous allez découvrir ça, c'est fantastique. Donc, mais voilà, c'est une technique qui est finalement en jeu, parce que c'est pour simuler le fait qu'il y a une pénétration, hein, et ce genre de choses-là, l'acte sexuel de notre temps, c'est pas les mains, enfin peut-être, hein, il y a du tantrique et tout ce qu'on veut, mais donc c'est une technique qui n'est pas diégétique, c'est-à-dire qu'on ne se touche pas vraiment les mains, on ne se casse pas vraiment les bras, on est plutôt en train de faire un autre acte, mais on le simule comme ça parce que on vous l'expliquera très bien, parce qu'il y a des intérêts à le faire. Mais non, nous, de notre côté, on décide que c'est en jeu, c'est-à-dire que dans notre futur, dans le monde dans lequel on sera, l'acte sexuel n'aura plus d'intérêt pour une raison ou une autre. Le monde sera bien expliqué, bien clair à ce sujet, et la façon d'échanger de l'intimité entre les personnes, c'est des caresses. Et les caresses, c'est ce genre de choses-là. Donc du coup, c'est notre parti pris. On veut essayer de gommer toute cette couche d'abstraction, de simulation qui font que c'est hors jeu, non ? Vous caressez réellement. Donc si quelqu'un vous regarde et vous caressez, c'est en train de se caresser. Tandis que si vous le voyez avec quelqu'un où il y a une technique qui est non diégétique, où on se caresse, dit « Oh, t'as vu, il la prend comme un sauvage ». Vous devez faire abstraction de ce que vous voyez parce qu'il n'est pas vraiment en train de la caresser, il est plutôt en train de la pénétrer. Voilà, donc tout ça pour finir sur notre sexuel, parce que ça fait ventre, mais pas du tout. Donc voilà, pour vous expliquer qu'il y a des intentions, que ça va arriver, et qu'il y a des mouvements aujourd'hui en Belgique qui veulent essayer de libérer une certaine partie du jeu et le donner en autonomie aux joueurs pour voir ce que ça donne. Fatalement, ça demande toujours les joueurs qu'on mérite, ou en tout cas, il faut qu'on mérite les joueurs aussi qui viennent. Ça va dans les deux sens. Donc, ça va de pair avec des gens qui veulent jouer ce genre de jeu-là.